Bien sûr, un peu de divertissement à travers 1h30 donc d'émission. Alors, nous sommes ravis d'être avec vous à nouveau pour cette émission, pour cette semaine. Vous le savez, nous sommes installés à Lumbila pour vous faire découvrir l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Aujourd'hui, nous allons vous proposer le témoignage d'un ex-pensionnaire. C'est quelqu'un qui a bénéficié de l'accompagnement de cet orphelinat pour justement mener ses études. Nous allons vous proposer de l'écouter en début de cette émission. Alors, c'est important également de commencer la journée avec de l'information et nous allons vous servir cette information à travers la revue de presse présentée aujourd'hui par Adèle Semporé que nous allons retrouver tout à l'heure. Notre invité du jour est membre de l'UBS TV, l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision. Monsieur Armel Ilboudo est notre invité, vous le savez depuis un certain temps. Il y a un ping-pong entre les patrons donc de presse, mais également bien sûr la SBT. Nous allons en parler tout à l'heure dans la rubrique invité du jour. C'est jeudi et vous avez droit à votre rubrique Terre à Terre. Aujourd'hui, nous allons recevoir un spécialiste des drones. Il s'agit notamment de Younoussa Sanfo, qui est expert en sécurité informatique et président de l'Association nationale des spécialistes des drones. Nous allons savoir ce que c'est qu'un drone et puis savoir comment piloter un drone par exemple. Alors, installez-vous confortablement, c'est le menu du jour et c'est parti pour l'entrée. Nous sommes installés à 18 km donc au nord-est de Ouagadougou sur la route nationale numéro 3 pour vous faire découvrir l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Alors, il faut rappeler que cet orphelinat est un centre qui accueille et accompagne les enfants, notamment les orphelins et enfants en détresse de 0 à 18 ans. Il a été fondé au Burkina par les sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception. C'était en 1995. Cet orphelinat, il faut le rappeler, a 26 ans aujourd'hui. Alors, vu que l'orphelinat a justement accompagné des enfants qui continuent aujourd'hui donc de rendre hommage à cet orphelinat, aujourd'hui nous avons décidé de vous proposer le témoignage de monsieur Richard Nikiema. Il est ancien pensionnaire de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Alors, nous allons vous inviter à écouter son témoignage. Il nous parle justement donc de son vécu au sein de l'orphelinat et de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Écoutons le témoignage de monsieur Nikiema Richard. Nikiema Ratba Richard, ancien pensionnaire du centre d'accueil Sainte-Thérèse de Lumbila. Je suis parti à Lumbila en 2008. En 2008, je suis arrivé à Lumbila, août 2008, si je me rappelle très bien. Voilà, j'ai été très bien accueilli par les sœurs et les tantes qui y étaient. Voilà, j'ai croisé aussi d'autres enfants qui étaient là-bas. Voilà, donc tout s'est bien passé. Je suis arrivé là-bas en classe de 6e. Voilà, donc on nous avait mis à disposition des vélos pour qu'on puisse aller sortir hors du centre pour fréquenter. J'étais au lycée départemental de Lumbila, voilà, juste à 7 km de la maison. J'ai eu mon BPC dans le centre en 2012-2013. Après le BPC, on a toujours eu, j'ai personnellement eu l'accompagnement du centre, voilà, jusqu'au bac, puisqu'on revenait régulièrement au centre pour aider à cultiver, voilà, à faire les travaux champêtres. Voilà. Donc, lorsque l'école reprenait, on repartait, on nous donnait des fournitures, voilà, de quoi payer aussi la scolarité, même si ce n'est pas tout, voilà. Le nécessaire y était fait. Après le bac, je suis reparti au centre, passer des vacances, aider les enfants et les sœurs, particulièrement dans le jardinage. Donc je les ai aidés dans le jardinage pendant un bout de temps. On a eu des tomates, des oignons, voilà, et boulumboula, des aubergines. Voilà.
Donc, et après cela, je suis revenu à Ouaga pour débuter l'université. Je suis toujours à l'université, je suis en train de chercher le master. En plus de cela, je mène des activités annexes. J'ai pu créer mon entreprise. C'est une entreprise de promotion immobilière, voilà, service de nettoyage, placement et recrutement. J'ai créé mon entreprise le 18 juillet 2020. Voilà. Et pour le moment, je mène les activités de transfert d'argent, voilà, et quelques ventes de parcelles. Et pour le moment, je n'ai pas eu encore de contrat à proprement dit. Je continue à faire la promotion de mon entreprise. Et je fais droit des affaires. C'est de rester toujours combatif, voilà, de se battre, d'étudier bien à l'école, voilà, de suivre les conseils des sœurs, voilà, des tantes qui y sont. Les sœurs, disons que c'était nos mamans, puisqu'ils faisaient tout, voilà, ils faisaient tout, nous ont donné de l'amour, de l'affection, tout ce qu'on voulait, ils étaient là pour nous, voilà. Donc c'était nos mamans, c'est toujours nos mamans, puisqu'on est toujours ensemble, on part souvent les rendre visite, voilà. Donc c'est toujours nos mamans, voilà. C'est de dire merci aux sœurs, dire merci aux tantes et dire merci également aux bienfaiteurs qui nous ont soutenus pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Voilà. Nous sommes indépendants, moi particulièrement je peux dire que je suis indépendant, je me débrouille dans la vie. Et il y a beaucoup d'entre nous aussi qui ont réussi dans la vie, voilà, sont pères de famille. Il y a d'autres qui ont eu des emplois dans la fonction publique, il y a d'autres qui sont dans le secteur privé. Donc, c'est rendre grâce à Dieu pour ce que pour ses bienfaits. Voilà. Donc, dire merci beaucoup aux sœurs pour ce qu'ils l'ont fait pour nous. Vous écoutiez à l'instant le témoignage d'un ex-pensionnaire de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Il s'agit notamment de M. Richard Nikema qui a bénéficié de l'accompagnement de cet orphelinat et qui aujourd'hui est étudiant et entrepreneur en même temps. Alors nous disons encore merci à ces sœurs de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila qui nous ont bien accueillis pour notre rubrique à la découverte 2 et merci à Abdoulaye Kinda qui a fait la visite pour nous. Alors c'est l'occasion pour nous de vous inviter à faire un tour du côté de l'orphelinat pour faire des dons, parce que l'orphelinat vit de vos dons, vit des dons de bonne volonté et surtout aussi pour, pourquoi pas, acheter le pain au sésame, parce que cet orphelinat est réputé pour le bon pain au sésame. Pour la suite, nous allons marquer une petite pause musicale, c'est le temps de retrouver Adèle Semporé et nous vous invitons à suivre ce tout nouveau clip donc du Diamant. À l'instant, c'était le tout dernier clip de l'artiste burkinabé Simon. Pour la suite, nous passons à la revue de presse. Et pour aujourd'hui, nous sommes avec Adèle Semporé. Bonjour Adèle et bienvenue. Bonjour Abzita Nikema, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci d'être là. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir à la une des différents journaux aujourd'hui? Eh bien, pour savoir donc ce qu'on retient de l'information de ce jeudi, nous commençons à découvrir la une du journal Le Quotidien. À la une donc du journal Le Quotidien, on lit « Situation sécuritaire à l'Est, forte mobilisation des populations contre le délaissement de la région, ville morte dans les provinces ». Journée de concertation entre le MENA-PLL et les communes, 34% des recommandations de 2020 mises en œuvre. Bobo Dioulasso, le Premier ministre satisfait des infrastructures en chantier. Et puis, le général Gilbert Diendéré à la barre, je ne vais pas assumer ce que je n'ai pas fait.
C'est ce que nous confie le journal Le Quotidien. Nous passons à l'Express du Faso édité à Bobo Dioulasso. À la une, on lit voie d'accès au port sec et à l'avenue Châlons-en-Champagne. Les infrastructures seront réceptionnées dans 2 mois. Dans la rubrique Autant le dire, l'opposition politique a parlé, on attend la majorité présidentielle. Transformation digitale, la contribution de l'ARCEP à la réduction de la fracture numérique. Université Nazi Boni, une manifestation d'étudiants dispersés à coups de gaz lacrymogène. Procès de l'assassinat de Thomas Sankara, je n'étais pas au courant du complot de 20 heures, selon Gilbert Djendjere qui est à la barre. Renouvellement des instances de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, message de Haruna Kaboré. Retour à Ouagadougou pour découvrir la une de l'Observateur Palga, le douanier des quotidiens privés au Burkina Faso. Eh bien, l'Obs nous amène à la salle des banquets de Ouaga 2000 pour l'ambiance du procès Thomas Sankara avec le titre Procès Thomas Sankara, dialogue de sourds entre le boucher Farama et le taré Djendjere. Et puis sur le même sujet, ce qui pourrait expliquer l'assassinat de Thomas, les circonstances de la mort de Lengani, Gaspard et Otis. Ougoul Moufi, ville morte pour ne pas mourir. Éducation des filles dans les zones à risque. IPBF et Plan international déminent la voie. La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr, la vengeance de Yambo Ologem, c'est à lire dans la rubrique Projectem. Ennui judiciaire d'opposants sénégalais, l'argument trop facile de la cabale politique. C'est un article que vous pouvez lire dans la rubrique Regard de l'Obs. Nous sommes à présent avec Aujourd'hui au Faso. À la une de ce journal, nous pouvons lire Général Gilbert Djendjere, Blaise ne m'a pas envoyé au conseil pour tuer Sankara. Situation sécuritaire au nord, le Lorum lance un ultime cri d'alarme. Université Nazi Boni, chaude journée pour les étudiants de l'UFR-ST. Crise sécuritaire et sanitaire, la résilience des médias au cœur de la 9e édition du FILEP. Et puis, assaillants repoussés au nord du Togo, bravo aux hommes du général Yak Damahan. Arrestation de Sonko, Dias et Gakou à Dakar, dangereuse crispation préélectorale au Sénégal. Voyons à présent la une du journal Le Pays. Le Pays nous affiche ceci, insécurité à l'Est, ville morte sur fond de forte mobilisation à Fada. Et puis, procès de l'assassinat de Thomas Sankara, je ne vais pas assumer quelque chose que je n'ai pas fait, soutient Gilbert Djendjere. Toujours à la une du journal Le Pays, 9e édition du FILEP, la résilience des médias face aux crises sécuritaires et sanitaires. Lutte contre le changement climatique, Xi Jinping fait des propositions au sommet des dirigeants mondiaux de la COP 26. Dans la rubrique Révélation, mouvement rupture positive 3R, Léonce Koné, président du conseil exécutif. Et puis Katina Justin Koné, porte-parole du PPA Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas dans une logique de match retour. Problématique du foncier au Burkina, bientôt une commission nationale de relecture des textes. C'est ce que nous pouvons retenir ce jeudi matin comme information dans la presse écrite. Merci pour la lecture de ces différentes unes. Retour sur quelques sujets d'actualité. Et puis bien sûr, à la une, on s'intéresse
à l'ouverture de la 9e édition du FILEP. C'est parti donc depuis hier pour les réflexions à marge du 9e FILEP, le FILEP qui est le Festival international de la liberté d'expression et de presse, un festival qui se tient au Burkina depuis maintenant 9 ans. C'est un rendez-vous qui rassemble des journalistes, des acteurs du monde de la communication, des enseignants-chercheurs, tous ceux qui interviennent dans les domaines du journalisme, de la communication. Et donc hier mercredi, c'était la cérémonie d'ouverture pour les réflexions, les panels, les colloques qui vont se tenir donc au CBC, à la salle des conférences. Le CBC qui est juste en face du siège du FESPACO, le siège du FESPACO qui abrite également la foire du FILEP, une foire qui est co-organisée en partenariat avec le groupe Savane Média. Donc depuis hier, donc c'est parti pour les réflexions autour d'un thème central qui est la résilience des médias face aux nombreuses crises, les crises sanitaires, sécuritaires et politiques. Et donc, pour ce rendez-vous, les échanges donc, vont se tourner sur la résilience des médias, comment construire des médias qui seront au service des citoyens, comment les médias peuvent faire face à ces nombreuses crises-là et comment, quelle est donc la responsabilité des médias face à ces crises. C'est donc autour de ces questionnements que vont se faire les échanges qui ont démarré hier et qui vont se poursuivre pratiquement jusqu'à la fin de la semaine, donc qui réunit des professionnels des médias et de la communication. Soulignons que 20 pays participent à ce 9e FILEP. Ce sont des pays africains, des pays européens, des pays qui viennent également des Amériques. Et cette année, le FILEP est un peu particulier parce que on passe de 9 rendez-vous, on passe plutôt de 5 rendez-vous à 9 rendez-vous pour parler donc des panels et des colloques. Habituellement, on fait 5 panels, mais cette année, ce sera 9 panels qui seront organisés à marge du FILEP. Et puis, à la fin, on va récompenser des acteurs qui sont dans le domaine. 9 récompenses sont donc prévues pour les professionnels des médias et de la communication. On a par exemple le prix africain du journalisme d'investigation Norbert Zongo, du prix Marie Soleil de la meilleure journaliste du Burkina, puis des concours photos, caricatures et puis dessins de presse qui seront donc organisés pour récompenser ceux qui pourront se hisser au cours de ce 9e FILEP. Donc le thème centré, c'est la résilience des médias et il est formulé comme au carrefour des crises sanitaires, sécuritaires, politiques et des mutations technologiques. Construisons des médias résilients au service des citoyens africains. C'est ainsi qu'est défini donc le thème central. Donc rendez-vous au CBC pour suivre les panels, pour suivre les colloques et puis pour des rencontres, pour se faire des carnets d'adresses pour les journalistes, éventuellement pour des initiatives qui pourront donc être réveillés au cours de ce 9e FILEP. D'accord. Pour les professionnels, rendez-vous au CBC. Et puis pour la population, vous pouvez aller encore visiter la foire. Comme Adèle l'a dit, ça se passe au FESPACO et nous y sommes tout simplement. Pas seulement les citoyens, les populations, les professionnels également sont Bien invités sûr. à la foire parce que ils sont exposés des produits locaux. Ce sont nos artisans qui y sont et donc ce serait bien également que les professionnels, après les rencontres professionnelles, fassent le pas au siège du FESPACO pour voir les talents qui y sont exposés et puis bien sûr faire des achats. D'accord. Deuxième sujet, direction Fada Gourma. Donc on part à Fada justement pour parler de cette ville morte, c'était hier. Oui, Fada, c'était la ville morte. Fada qui est dans la région de l'Est. La mobilisation était sonnée par le mouvement Ougoulmofi. Vous voyez ce matin un titre de l'Observateur Palga. Ougoulmofi, ville morte pour ne pas mourir. C'est un titre qui interpelle et c'est un titre qui résume un peu la situation que vit la population de la région de l'Est. Ville morte pour dénoncer la situation sécuritaire, pour dénoncer un certain nombre de faits
dans la région de l'Est, vous voyez que la mobilisation était forte. Ce sont des images qui nous ont été ramenées par notre correspondant dans la ville de Fada, Moussa Yonli. La mobilisation était forte et il faut souligner que le mouvement Ougoul Moufi n'est pas à sa première sortie. La marche d'hier ou la manifestation d'hier à Fada était la troisième. La première qui a eu lieu en avril passé, la deuxième en fin juillet, le 31 juillet. Et puis, cette fois-ci, c'est la troisième marche qui se tient dans le mois de novembre. Et pour le mouvement Ougoul Moufi, c'est une manière d'interpeller les autorités burkinabées à ne pas abandonner carrément la région de l'Est. Hier, on pouvait lire sur les pancartes que la région de l'Est est pratiquement abandonnée par les autorités. Il n'y a pratiquement plus de vie. Conséquence de la situation sécuritaire parce que les activités économiques sont au ralenti, la vie chère a grimpé. Par exemple, hier, il y a un qui a expliqué que le prix de l'huile, pour le litre d'huile qui était à 600 francs, le prix est passé à 1200 francs sur le marché. Donc, pour avoir un litre d'huile, au lieu de 600 francs, vous déboursez 1200 francs. Donc, le citoyen a expliqué que les prix ont grimpé à Fada parce que la situation sécuritaire commande. Il n'y a plus de route pour ravitailler la ville. Même les axes routiers sont contrôlés par des hommes armés et même les routes sont impraticables. On n'arrive pas à réhabiliter les routes, les travaux qui sont stoppés. La conséquence également de la crise sécuritaire. Et donc, la région de l'Est est détachée du reste du Burkina Faso selon les manifestants d'hier. Et il faut que l'État burkinabé fasse quelque chose pour ne pas que la région de l'Est se meure. Donc, pour le mouvement Ougoul Moufi, il y a 4 principales recommandations, sinon revendications, dans la plateforme revendicative. La première revendication, c'est la sécurité des personnes et des biens. Faire en sorte que les populations de la région de l'Est puissent avoir la sécurité d'antan, que l'État puisse accentuer la lutte contre le terrorisme à travers le recrutement des volontaires pour la défense de la patrie, renforcer le matériel de lutte, renforcer également les hommes qui combattent sur le terrain et puis faire en sorte que ces hommes-là aussi aient le réconfort qu'il faut. Donc l'aspect sécuritaire, c'est la première revendication. La deuxième revendication, c'est la réhabilitation, sinon la construction des routes, parce que les routes sont dégradées. Le président du mouvement a expliqué par exemple que la seule artère qui mène à Fada, c'est l'axe Fada-Ouagadougou. Si vous voulez facilement. Et même là, à certains endroits, c'est compliqué pour ceux qui empruntent la route. Sinon, il explique que pour quitter Fada pour rejoindre les autres provinces de la région, c'est tout un calvaire. Il y a le problème de route qui se pose, mais également le problème sécuritaire. Mais au-delà de ces deux aspects, le mouvement Ougoul Moufi demande qu'il soit construite une usine pour la transformation du phosphate qui se trouve dans une localité de la région pour permettre aux jeunes également d'avoir de l'emploi, les jeunes de la région de l'Est. C'est essentiellement cela. Et puis sur le plan sanitaire, que soient réhabilités, sinon refait les centres de santé qui sont délaissés. Il y a un médecin qui était dans la manifestation hier. Il a expliqué qu'il y a des spécialistes à Fada qui n'ont même pas de bureau pour les consultations. C'est dommage selon lui. Et il faut que l'État vraiment fasse quelque chose pour la région de l'Est. Donc, on espère vraiment que la forte mobilisation va interpeller l'État burkinabé. C'est de plus en plus inquiétant de voir ce qui se passe dans cette partie de Burkina Faso. Mais la région de l'Est n'est pas la seule qui vit cette situation. Vous voyez que de plus en plus le Nord également est en train de se vider. Les populations fuient les attaques terroristes. Le Loroum qui est pratiquement plus accessible puisque les populations fuient à raison de la recrudescence des attaques terroristes. Donc, l'État burkinabé est vraiment attendu sur le terrain pour ce qui concerne la situation sécuritaire.
Beaucoup de courage à ces populations et à nous tous, hein, et vivement une porte de sortie, on va le dire. Oui, il ne faudrait pas que la vie se limite seulement à la grande ville Ouagadougou. Ceux qui sont à Ouagadougou ne savent pas vraiment ce qui se passe dans les autres localités. C'est le chaud, c'est les week-ends à Ouagadougou, mais ailleurs, il n'y a pratiquement plus de vie, c'est le désert. Et c'est vraiment malheureux. Il faut y penser tout simplement. Et pour finir, Adèle, on aborde le procès, affaire Thomas Sankara. Et puis hier, l'Obs parle justement du dialogue du sourd entre Maître Farama et Djindjiri. Disons que l'ambiance était, disons, plus ou moins chaude à la salle des banquets de Ouaga 2000. Une ambiance qui a nécessité l'intervention du président du tribunal. C'est notamment relativement aux échanges entre l'accusé Gilbert Guinguiri, qui est à la barre depuis avant-hier, et puis les avocats de la partie civile. Et donc, il y a eu un dialogue qui s'est installé entre Gilbert Guinguiri et Maître Prosper Farama, puisque hier, c'était au tour des avocats de la partie civile de poser les questions à l'accusé Gilbert Guinguiri. Et donc, pour Maître Prosper Farama, on peut écouter Gilbert Guinguiri pendant de longues années, mais on ne va pas vraiment savoir où il nous mène parce qu'il est incohérent dans ce qu'il dit. Il essaie de se défendre, il essaie de se tirer d'affaire, mais pour Maître Prosper Farama, la responsabilité lui incombe. Ce qui s'est passé au Conseil de l'Entente le 15 octobre 1987 lui incombe puisqu'il était le commandant adjoint du centre d'entraînement de Pau. Il était donc le responsable des éléments qui ont agi pour le drame du 15 octobre. Et donc pour Maître Farama, on pourrait écouter Gilbert Guinguiri, même une année, mais on ne va pas le comprendre. Et Gilbert Guinguiri de répondre, si depuis ce que je dis là, vous ne m'avez pas compris, c'est que vous êtes bouché. Et Maître Prosper Farama de rétorquer, si moi je suis bouché, c'est que vous êtes taré. Donc c'est l'ambiance hier. Notons également que Maître Prosper Farama n'était pas le seul à avoir cette ambiance avec l'accusé, même autour de Maître Hervé Kam, Guy Hervé Kam, c'était également la même chose. On souligne, selon les informations que nous rapportent les journaux, que quand Maître Guy Hervé Kam a voulu poser les questions à Gilbert Guinguiri, il avait la mine serrée. Il n'était plus cet homme serein de la première journée. Il n'était plus, ce Guinguiri droit dans ses bottes, qui répondait facilement aux questions du parquet avec une certaine humour. Mais quand Maître Guy Hervé Kam est arrivé, c'était plus le même homme. Il avait le visage serré. On souligne au passage que lors du procès du putsch manqué, Gilbert Guinguiri avait refusé de répondre aux questions de Guy Hervé Kam. Et donc hier, beaucoup s'imaginaient aussi que Guinguiri pouvait refuser de répondre aux questions de Guy Hervé Kam. Et donc hier, les questions se sont poursuivies. Gilbert Guinguiri a répondu à certaines questions, mais il a survolé d'autres questions. On lui a par exemple demandé comment se fait-il que lui qui était le responsable du conseil n'ait pas fait quelque chose pour sauver les victimes, puisqu'il explique que quand il est arrivé sur les lieux, il a vu les corps, il n'a pas voulu intervenir parce que pour lui, c'était déjà trop tard, les victimes étaient déjà mortes et donc il ne pouvait pas intervenir. Mais selon les avocats, s'il avait la volonté de sauver la situation, il pouvait vérifier effectivement si les blessés ont été touchés, parce qu'il pouvait avoir des blessés qui pouvaient être sauvés par des soins d'urgence, il pouvait avoir des survivants, et s'il avait pris la peine de vérifier, il aurait pu sauver la situation, appeler les secouristes pour sauver les victimes, mais il ne l'a pas fait. Le second aspect, c'est que l'infirmier de la présidence qui a entendu les coups est arrivé avec du matériel pour secourir les victimes, mais c'est encore Gilbert Guinguiri qui a refusé qu'il porte les soins d'urgence aux victimes. Et donc pour les avocats, sa responsabilité est établie à partir du moment où il n'a pas essayé de sauver la situation, il n'a pas voulu riposter, il n'était pas armé sur les lieux, il est arrivé main nue alors qu'il était le responsable. C'est vrai que c'était jour de sport, il est arrivé en tenue de sport, mais en tant que responsable, il pouvait faire quelque chose s'il avait la volonté de le faire. Mais il explique que tel que les choses se sont passées, il ne pouvait rien faire parce qu'il était limité face aux hommes qui étaient armés. On lui a demandé également pour
pourquoi, en tant que responsable du corps, il n'a pas procédé à l'arrestation de Blaise Compaoré, qui était capitaine, et puis à l'arrestation de Boukari Lengani. Gilbert Guinguéré a dit que comment lui, qui était lieutenant, pouvait arrêter Blaise Compaoré, qui est capitaine, arrêter Boukari Lengani, qui est le commandant, qui est son supérieur hiérarchique. Il dit que il ne pouvait pas le faire, il ne pouvait que observer la situation et puis faire le point à son supérieur hiérarchique, qui est Boukari Lengani. Donc les questions se sont poursuivies jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, ce sera au tour des avocats de Gilbert Guinguéré de lui poser des questions. Mais hier, à la fin de la journée, ces avocats ont déploré le fait que les avocats de la partie civile veuillent enfoncer leurs clients parce que ils ont expliqué que c'était jour de sport et que ceux qui étaient présents sur les lieux ont déguerpi des lieux. C'était la débandade. Quand vous entendez des coups de feu et que vous êtes là pour une activité sportive, on imagine que c'était pas simple pour ceux qui sont là. Et il explique aussi qu'il y en a qui peuvent témoigner que c'était pas simple ce jour-là et que Djendjéré était limité, il ne pouvait pas agir. Mais ce que les avocats de la partie civile ont déploré, c'est que Djendjéré cite des témoins qui sont tous morts. Parce qu'on lui a demandé s'il était effectivement sur le terrain de sport. Il y a quand même des témoins qui peuvent attester sa présence sur le terrain, des gens qui peuvent confirmer qu'il était effectivement sur le terrain de sport. Mais tous ceux qu'il cite comme témoins sont tous morts. Et donc, les avocats de la partie civile déplorent cela. Mais ces avocats tentent de le défendre. C'est normal, c'est ce qu'ils doivent faire. Ils doivent défendre leurs clients. Et aujourd'hui, ce sera donc leur tour de poser les questions à Gilbert Guinguéré. Et donc, la journée d'aujourd'hui vous sera résumée au cours de nos éditions. Merci bien, Adèle. Je me rappelle que quand on a dit que c'est Djendjéré qui allait être à la barre, le jour qu'il devrait commencer son premier jour d'audition, il y a Sibli qui est sur le terrain, bien sûr, pour nous. Oui. Notre Géry qui est au niveau donc, de la salle des banquets. Il a dit qu'aujourd'hui, le procès là, serait doux. Oui, ça sera chaud. Donc, voilà, on espère que ça va être toujours doux, mais surtout que la vérité va sortir. Oui, espérons que la vérité va sortir parce que là où on va, on ne sait pas où se situe la vérité. On n'a pas accès au PV, au procès verbaux. On s'en tient à ce qui se dit au procès. Je voulais souligner que Djendjéré, depuis le début du procès, est le seul quand même qui soit resté pendant plusieurs jours. Pour tous les autres accusés qui sont passés, c'est 2 heures, 3 heures, une demi-journée, à la limite une journée pour les accusés. Mais il est à sa 3e journée d'audition aujourd'hui. Et donc, on imagine que la journée d'aujourd'hui sera aussi tout aussi ambiante que celle d'hier. D'accord. Reste avec nous, Adèle. Nous allons faire le tour de quelques villes d'affaires. C'est pour découvrir les couleurs du temps. Pour la suite, vous le savez, chaque jour, nous avons notre rubrique invité du jour, rubrique dans laquelle nous recevons un invité. Aujourd'hui, nous recevons un homme de médias pour parler donc de ce ping-pong entre patron de presse et la SBT. C'est parti pour le jingle et on revient. Aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, nous recevons pour vous M. Armel Ilboudo. Il est le directeur général de la télévision TVZ Africa. Et puis, il est sur ce plateau en tant que membre de l'UBES TV, l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision. Bonjour et bienvenue, M. Ilboudo. Bonjour, madame. Merci de répondre à notre invitation. Alors, merci. Avant de parler donc de l'UBES TV, nous allons parler de la 9e édition du FILEP qui bat son plein actuellement. Alors, dites-nous que représente ce festival international donc de la liberté de la liberté d'expression et de presse pour vous, homme de médias. Alors, c'est vraiment une très bonne initiative et comme on le dit certains, alors, si on ne l'avait pas créé, il fallait vraiment créer cette initiative parce que ça permet vraiment aux médias
d'abord aux hommes de médias de se frotter, mais également ça a un autre sens, un sens interpellateur, parce que nous voulons, en tant qu'hommes de médias, jouir d'une certaine liberté pour pouvoir également répondre vraiment aux attentes des téléspectateurs, des lecteurs, des auditeurs, etc. Et si nous ne sommes pas libres, si nous sommes compressés de part et d'autre, alors nous ne pouvons pas donner satisfaction vraiment à la population. Parce que l'information, c'est vraiment un droit pour les peuples. Alors, donc, pour moi, c'est vraiment une très bonne initiative et qui est vraiment interpellatrice. Voilà, à nos autorités de nous laisser libre cours pour que nous puissions vraiment travailler. Alors, Monsieur Ilboudo, la société burkinabé de télédiffusion SBT a lancé un ultimatum aux chaînes de télévision privées. Vous avez 3 semaines pour vous acquitter de la redevance TNT. Et depuis, on constate que vous multipliez des rencontres, des échanges, des concertations. Alors, est-ce que quelque part, il y a des avancées dans la négociation ? Des avancées, oui, parce que nous avons rencontré nos structures de tutelle et même notre institution de tutelle pour parler du ministère de la Communication, du Conseil supérieur de la communication et également la SBT elle-même. Alors, ces échanges, je pense que nous avons voulu leur montrer notre bonne volonté vraiment d'aller vraiment pour une entente. Mais cette bonne volonté, nous avons demandé à ce qu'ils nous permettent de leur faire des propositions concrètes, à même de nous permettre d'honorer nos engagements. Et je pense qu'un peu plus loin, je vous dirai ce que nous leur avons proposé. Sinon, on peut dire qu'il y a des avancées. D'accord. Donc, avant de parler justement de ces propositions plus loin, est-ce que quand vous avez eu à rencontrer, que ce soit la SBT, le Conseil supérieur de la communication ou le ministère, est-ce que vous avez senti qu'on vous a prêté une oreille attentive ? Est-ce que quand même il y a cette volonté-là de résoudre le problème ? Oui, Madame Nikema, en réalité, ils nous ont écoutés religieusement. Voilà, pour nous dire, c'est vrai, nous connaissons en tout cas le contexte, mais vous dites que vous ne pouvez pas payer ce qu'on vous a proposé. Mais qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Faites-nous des propositions et nous allons essayer de voir. Alors, l'État sait que effectivement, par rapport au contexte socio-économique, c'est un peu difficile pour vous. Mais sachez qu'il y a des investissements qui ont été faits et qu'en ce sens, vous devrez accompagner la SBT. Alors, nous avons applaudi quand même, disons, cette position qui puisse nous permettre de faire des propositions concrètes. Alors, donc, on peut dire qu'il y a des avancées. Nous allons maintenant parler du problème dans le fond. Vous devez aujourd'hui 88 millions de francs CFA par an à la SBT, selon justement peut-être le contrat. Et l'UBS TV ne veut pas payer. Pourquoi ? Alors, quand vous dites que nous ne voulons pas payer, je ne suis pas d'accord avec vous, Madame Nikema. Nous ne pouvons pas payer. Alors, d'un recul, je vais vous faire, si vous me permettez, je vais vous faire un peu la genèse en fait de notre partenariat. Alors, il y a 4 ans ou 3 ans de cela, l'État nous a approchés via sa structure, la SBT, pour nous dire, alors, nous allons vous accompagner pour que vous soyez beaucoup plus opérationnel. Alors, sur le plan de la qualité de l'image et du son, et également sur le plan de la couverture télévisuelle. Alors, nous avons applaudi, mais avons émis également des réserves quant à notre capacité de pouvoir honorer les incidences financières y afférentes. Alors, on nous a dit non, il n'y a pas de souci, on va essayer de voir.
Alors, ce n'est pas au Burkina seulement, c'est dans l'Afrique francophone, donc ne vous en faites pas. Et nous nous sommes embarqués. En 2020, alors, nous avons eu de cumul de factures parce qu'on nous soumet de payer par mois, si vous voulez, 8 millions. Alors, ça fait 88 millions l'an. Vous voyez, dans un contexte de crise et de crise sécuritaire et sanitaire, alors nos partenaires ont croisé les bras. Alors donc nous n'avons pas de recettes. Pourtant nous avons vraiment des charges, ne serait-ce que pour les salaires, le loyer et autres. Alors trouver en 30 jours 8 millions pour une télévision burkinabé, c'est pas très évident. Je vais dire même c'est impossible. Alors, donc, nous avons dit, nous ne sommes pas inciviques. Nous voulons payer nos impôts, nous voulons payer les taxes, nous voulons effectivement payer la SBT, mais nous n'avons pas les moyens. Essayez de voir comment est-ce que nous pouvons payer. Alors, ils ont dit, non, il faut payer. Alors, jusqu'à ce qu'on nous coupe. Pour montrer notre bonne foi, nous nous sommes retrouvés et on a dit, mais écoutez, essayons de voir si on peut proposer à la SBT quelque chose parce qu'on sait qu'elle aussi, elle a des charges. Nous avons fait ce que nous pouvons. On nous a remis sur orbite entre griffes et nous avons proposé à ce qu'on revoie un peu le format de la SBT. Alors, jusqu'à ce que nous sommes cette année, 2021, alors de payer 36 millions, si vous voulez. Chacun doit payer la facture de 5 mois cumulés, environ 36 millions. Vous voyez, dans ce contexte un peu difficile. Et la proposition que nous avons faite, c'est de nous permettre de proposer ce que nous pouvons faire en attendant au besoin que l'État revoie le format de la SBT. Voilà. Mais une entreprise de presse aussi, c'est quand même une entreprise qui fait des bénéfices. Donc, il faut quelque part aussi payer quelque chose. Oui, c'est cette chose-là que nous proposons. Et nous allons vous dire ce que nous avons voulu proposer. Sinon, nous savons qu'on ne peut pas dire qu'on ne paye rien, mais qu'on nous fasse payer ce que nous pouvons payer en fonction aussi de nos recettes. C'est un peu ça. En fonction des recettes. On Oui. se demande pourquoi vous avez accepté de signer les contrats. Très bonne question. Alors, nous avons été très dubitatifs pour signer le contrat. Il y a eu des tractations. On nous a dit, il faut signer et on va pouvoir parler de ce qui reste. Nous, on a dit non. Et quand quelqu'un signe un contrat, c'est qu'il est d'accord par rapport au contenu. Mais si nous signons le contrat alors que nous ne sommes pas d'accord du contenu, c'est quand même pas intéressant, c'est pas responsable. On nous dit non, mais écoutez, alors pour parler entre griffes, il faut que nous sachions que vous êtes un partenaire. Et si vous ne signez pas le contrat, nous ne pouvons pas discuter avec vous. Alors, c'est ce qui nous a amené à signer le contrat. Même la proposition que nous avons faite de mettre la main dans la pâte pour qu'on sache que nous sommes de bonne volonté, on nous a dit tout ce que vous allez nous donner, nous ne pouvons pas prendre parce qu'il n'y a pas un engagement entre vous et nous, puisque vous n'avez pas signé le contrat. Mais si vous signez le contrat, alors, ce que vous allez nous proposer, on va regarder, on peut prendre tout comme on peut refuser. C'est comme si la condition était de signer le contrat avant d'aller au dialogue. Exactement. La condition pour aller au dialogue, c'était la signature du vous contrat. Vous m'avez résumé, exactement. Monsieur Libidon, mais quand vous avez signé ce contrat, je suppose que vous l'avez lu, que disait concrètement ce contrat-là? Non, le contrat était clair. Le contrat dit, alors voilà, nous allons nous engager à vous accompagner. Alors, du point de vue, comme je l'ai dit, qualité d'image, son et couverture. Alors, et là, on ne se plaint pas. Effectivement, il y a une certaine qualité, il faut le reconnaître, même si aujourd'hui, alors, la SBT ne couvre pas tout le Burkina. Voilà, mais nous ne discutons pas de ça d'abord. Voilà, quand quelqu'un vous dit,
vous allez Savane TV, je vais aider Savane TV à couvrir tout Ouagadougou. Et à un certain moment, pour des raisons d'insécurité et autres, alors vous ne pouvez plus couvrir tout Ouagadougou, c'est quelques quartiers. Ça veut dire que le contrat est un peu biaisé quelque part. Mais nous ne parlons pas de ça. Alors, le contenu du contrat, comme je l'ai dit, il était très clair. Alors, vous allez payer 88 millions. Alors, le contrat que vous avez signé, là, c'était mentionné les 88 millions. Ils ont dit 75 millions, mais c'est hors taxe. Hors taxe, ok. Alors, 75, si vous voulez, je peux rester sur les 75 millions hors taxe, à raison de 6 250 000 francs par mois et par chaîne de télévision. Vous voyez, 30 jours, rapidement, on vous dit de payer 6 250 000. Alors, nous ne disons pas que le prétexte insécurité, Covid nous a tout paralysé, mais ça fait un facteur défavorable pour que nous puissions vraiment mobiliser des recettes. Sinon, le contrat, il était clair. C'est pourquoi nous avons été très hésitants à le signer, parce qu'on ne peut pas approuver quelque chose qu'on ne pourra pas, dont on ne pourra pas vraiment respecter le contenu. Alors donc, madame, on était très très réticents, mais on nous a dit, avant tout dialogue, signer le contrat. C'est comme si c'était entre amis, on allait régler le problème. Voilà, exactement. Et nous, on se disait, si on signe, c'est sûr que ce que nous allons leur proposer, alors ils vont accepter. Malheureusement, ils n'ont pas accepté. Ils sont restés sur leur position. Est-ce que votre erreur ici, ça n'a pas été, ce n'est pas le fait d'avoir signé justement ce contrat sans peut-être attendre d'avoir encore de profondes discussions, de convenir véritablement de certaines choses avant de signer? Parce que si aujourd'hui, il n'y avait pas de contrat signé, bon, peut-être que ça aurait été un autre schéma. Je peux dire qu'ils nous ont eu quand même, hein, ils nous ont piégés, parce qu'aujourd'hui, la question est que si nous ne payons pas la dette, alors il y aura de saisie de compte, mais également de poursuites pour l'appurement du passif. Alors, c'est ce qui se dit actuellement. Alors, et nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que nous n'étions pas d'accord avec le contrat alors que nous l'avons signé. Donc, c'est pour dire qu'on avait le dos au mur, ou le couteau en tout cas à la gorge. Alors, si on ne signait pas aussi, en son temps, en 2020, là, c'est sûr que on allait rester coupé. Voilà. Mais je pense que on va s'entendre. Vous allez vous entendre. Voilà. En tout cas, pour le moment, nous sommes dans la situation aujourd'hui où la SBT menace de couper le signal des télévisions, donc qui ne seront pas à jour d'ici le 23 novembre prochain. Alors, on vous l'a dit comme ça. Qu'est-ce que vous comptez faire alors? Ce que nous comptons faire, nous avons essayé quand même de faire quelques propositions. D'accord, nous allons maintenant parler de ces propositions. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Donc, ce que nous proposons, nous sollicitons en fait une petite contribution de la part donc des réseaux des sociétés de téléphonie mobile. Vous savez que quand vous prenez tous ces réseaux-là, les sociétés de téléphonie mobile passent également par le signal de la SBT. Alors, jusqu'à présent, on ne nous dit pas est-ce que ces gens-là contribuent. Et si ces gens contribuent, ça veut dire que ça pouvait apaiser un peu nos charges. Alors, nous demandons également aux compagnies aériennes qui passent également par la SBT de contribuer. Et enfin, nous demandons aux contribuables burkinabés, à notre population, de mettre un peu la main dans la poche. Nous avons calculé que il y a plus d'1 million de Burkinabés qui regardent la télévision.
Et si chacun donnait 500 francs, ne serait-ce que 500 francs par mois, et nous allons nous retrouver avec près de 8 milliards. Alors que la SBT en demande 4. Voilà, pour pouvoir, voilà. Alors, donc, il y a d'autres pistes quand même pour faire vivre la SBT. Et nous avons également demandé à notre partenaire, dont nous n'ignorons pas vraiment la qualité du service qu'elle nous rend, de revoir à la baisse cette tarification. Et nous avons tenu compte quand même de tout l'environnement télévisuel pour dire que, alors désormais nous demandons à l'SBT de nous permettre de payer pour ce qui est des chaînes que nous qualifions de progressifs, c'est-à-dire que les médias à revenus progressifs, que ces gens-là payent 3 millions par mois au lieu de 6 250 000. Alors, pour les médias à faible revenu, de leur permettre de payer 1,5 million par mois. Et également, il y a des médias carrément purement, à caractère religieux que ces gens-là payent 1 million de francs. Alors, ça va permettre à la SBT de faire face quand même à ces obligations. Nous avons également pris des engagements pour ce qui est de ce problème, alors de payer 5 factures. 5 factures, ça c'est les chaînes à revenus progressifs qui ont pris la charge, et les chaînes à revenus moyens, à faible revenu, vont payer 3 factures échues. Et les chaînes en difficulté, il faut le dire aussi, il y a des chaînes aujourd'hui en difficulté qui vont faire tout pour payer une facture, une seule facture. Alors ça va permettre à la SBT d'éponger quand même quelque part le manque à gagner. Alors nous avons demandé aussi à la SBT de voir avec l'État comment est-ce qu'il faut nous accompagner en tant que médias de service public pour que nous puissions faire des productions de qualité. Si nous arrivons à produire massivement et qualitativement, alors les annonceurs vont s'annoncer. Alors, si nous n'avons pas les moyens de produire qualité, alors ça n'attire pas les téléspectateurs. Voilà. Donc voilà un peu en résumé ce que nous avons proposé. Des propositions que vous avez portées devant la SBT, mais devant le Conseil supérieur de la communication aussi. Exactement. Ok. Alors pour vous, aujourd'hui, la coupure des signaux de vos télévisions va entraîner la vulgarisation d'autres chaînes étrangères qui proposent d'autres contenus culturels notamment. Alors donc vous voulez dire que quelque part aussi, il y a des risques. Oui, il y a des risques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pensons que l'État n'a pas intérêt à nous couper. Alors, si l'État nous coupe, comme vous l'avez dit, alors ça va permettre aux chaînes étrangères d'envahir nos espaces, mais également, nous allons mettre des milliers d'hommes et de femmes dans la rue. Voyez. Alors, il faut que l'État nous prenne comme un partenaire sérieux parce que nous sommes des pourvoyeurs d'emploi. Alors, donc, à défaut que l'État nous soutienne fermement et financièrement pour que nous puissions faire face à nos obligations, qu'il ne nous fasse pas fléchir. Je veux dire qu'il y a la subvention, certes, mais elle est insuffisante. Donc, nous sommes obligés de courir par-ci, par-là, alors pour combler le vide. Alors, donc, il y a un enjeu. Voilà, si on nous coupe, même si on nous remet, ce n'est pas évident
que nous puissions nous ressaisir. Voilà. Alors, en Conseil de ministres, il y a 8 jours de cela, on se rappelle que le gouvernement a pris un décret concernant le modèle économique de la SBT. Qu'est-ce que vous espérez comme changement? Alors, nous avons poussé un ouf de soulagement quand nous avons appris que l'État lui-même a pris conscience de la situation. Effectivement, il a été demandé à l'SBT de revoir un peu son modèle économique pour pouvoir survivre. Alors, nous pensons qu'à l'issue, la SBT va nous proposer vraiment des engagements réalistes et que nous aussi, nous allons tout faire pour les respecter. Voilà. Alors, ce modèle, nous ne savons pas effectivement à quel... le contenu exactement, vous voulez dire? Voilà, le contenu, puisque c'était pas... Enfin, on dit il faut revoir ton modèle économique. Alors, nous faisons croire que ça va pouvoir nous permettre effectivement d'honorer nos engagements. Il y avait aussi une rencontre avec le chef de l'État qui était prévue. Peut-être que ça allait être l'occasion de discuter de ce modèle économique de la SBT, mais reporté et toujours pas de date? Toujours pas de date. Parce que nous pensons que peut-être qu'avant l'échéance du avant le 23 novembre, alors le chef de l'État va nous rencontrer. Et ça sera l'occasion pour discuter de tout ça. Discuter de tout ça. Et nous savons que quand ça ne va pas dans une famille et que vous arrivez effectivement à échanger avec le père de famille, c'est sûr qu'il y aurait une solution. Parce que ce dernier n'a pas intérêt à ce qu'effectivement il y a des bruits au sein de sa maison. Alors notre temps d'entretien est terminé. Vous avez dit toujours dans des négociations. Est-ce que les jours à venir, vous avez d'autres actions que vous allez entreprendre? Bon, nous n'avons aucune action que de poursuivre la négociation. Vous savez que en tous les cas, c'est nous qui sommes mal positionnés, c'est nous qui sommes qui devrions négocier parce que nous avons signé un contrat que nous n'arrivons pas à respecter. Alors, donc, nous n'avons autre action que la négociation. Et nous pensons que ça va aboutir. Merci. Merci, madame. Je rappelle que dans l'entretien du jour, nous recevions comme invité le directeur général de TVZ Africa. Il était sur ce plateau au nom donc de UBS TV, l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision. C'est ici qu'on va s'arrêter pour notre entretien de ce jour. Et comme on parle de télévision, pour accompagner notre invité du jour, nous allons vous proposer le clip de Am Toussaint. Lui-même, il est journaliste sportif dans un média et bien sûr, il nous chante Fille de télé. Nous sommes jeudi et comme chaque jeudi, vous avez droit à votre chronique Terre à Terre. Aujourd'hui, nous parlons de pilotage de drones avec un expert en sécurité informatique et le président en même temps de l'Association nationale des spécialistes de drones. Jingle et on revient pour la suite. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Younoussa Sanfo. Il est expert en sécurité informatique et président de l'Association nationale des spécialistes des drones. Bonjour M. Sanfo. Bonjour madame. Merci d'être là sur le plateau de Bonjour le Faso. Merci de m'avoir invité. Alors, il faut rappeler que l'équipe de M. Sanfo sera au filet à partir d'aujourd'hui pour des séances d'initiation au pilotage de drones. Et nous allons en parler tout à l'heure, mais bien sûr, on va parler même du drone. Qu'est-ce qu'un drone, justement? Alors, un drone, c'est un appareil volant non habité. En général, les appareils volants de type avion ont un pilote qui est à bord de l'avion. Le drone, le pilote est au sol et l'appareil est dans les airs. Et c'est plus petit, non? Oui, plus petit. Mais il existe des drones qui ont la taille d'un avion. D'un avion réel? Oui. D'accord. C'est pas ce que nous, on a l'habitude de voir ici. C'est vrai. Alors, vous êtes expert en sécurité informatique. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux drones? Bon, je m'intéresse aux technologies en général. Et à un moment donné,
il nous est venu l'idée d'initier les enfants à la technologie. Okay. Et pour initier les enfants à la technologie, il faut trouver quelque chose qui puisse les attirer. Alors on a pensé aux drones et aux robots. Les enfants aiment bien ça, donc ça nous permet de leur parler de technologie en général, ça leur permet de réviser les mathématiques, la physique et sciences et vie de la Terre de façon très ludique. Ça c'est pour les enfants. Okay. Maintenant pour les adultes, la demande est venue plus tard. Lorsque la plupart des parents d'enfants nous ont vu initier les enfants au pilotage du drone, par exemple, eh bien, des adultes nous ont contactés pour dire, nous aussi, on est intéressés. Alors, petit à petit, on en est venu à proposer des formations pour les adultes et même pour des professionnels. On sait qu'aujourd'hui, quand même, l'utilisation de drones est vraiment diversifiée. Au Burkina, on voit les drones dans les tournages de films, même pour des séances photos. On utilise des drones et puis bien d'autres. Alors, on va parler maintenant de l'Association nationale des spécialistes des drones. Vous êtes le président de cette association. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association ? Oui, bien sûr. Cette association s'appelle ANSDAV, Association nationale des spécialistes du drone et autres appareils volants. D'accord. Parce qu'en dehors du drone, il existe aussi d'autres appareils volants de type ULM que certains utilisent même au Burkina Faso. Et cette association regroupe donc ces professionnels-là. Le but, c'est d'être organisé et surtout d'être une force de proposition. Vous savez bien que notre pays a édicté des lois pour gérer l'utilisation des drones et autres appareils volants. Donc, nous sommes une force de proposition qui puisse les aider. Sinon, le but également, c'est d'aider nos membres non seulement à respecter les lois, mais à se former davantage sur de nouvelles techniques de pilotage du drone. Parce qu'en dehors du pilotage du drone, il existe d'autres mécanismes qu'on peut apprendre et l'intégrer au drone. Et vos membres sont des spécialistes de drones uniquement ou des appareils volants? Non, en fait, il y a les membres. Nos membres sont des gens qui possèdent des drones ou qui travaillent dans le domaine du drone ou qui utilisent tout simplement des drones dans le cadre de leur travail, comme vos équipes. Par exemple, pourraient avoir un drone pour faire la captation d'images aériennes. Et certains l'utilisent pour d'autres raisons, pas juste pour la captation d'images. Par exemple, les géologues peuvent utiliser un drone avec des capteurs qui peuvent sonder le sol, qui peuvent faire pas mal de choses dans le cadre de leur métier, quoi. On sait que le gouvernement, les autorités exigent aujourd'hui ou contrôlent l'utilisation du drone aujourd'hui. Comment vous en sortez avec ça? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire voler un drone comme ça. Déjà, c'est une bonne chose que l'État ait décidé de légiférer là-dessus. C'est une très bonne chose parce qu'un drone, ça a quand même des hélices. Les hélices sont dans une matière très tranchante. Ça veut dire qu'un drone peut couper un doigt mal utilisé. Effectivement, très rapidement, on peut se retrouver face à des problèmes créés par l'utilisation d'un drone. Et aussi dans le domaine de la sécurité, vous avez tous entendu qu'il y a eu des attentats où un drone a été utilisé. Un président, il n'a pas été tué, mais un président a été victime d'un attentat au drone. Ça, ce sont des cas extrêmes, mais l'utilisation de ce type d'appareil nécessite quand même qu'on respecte certaines lois. Aujourd'hui, ça ne vous dérange pas de chercher des autorisations avant de faire piloter le drone? Oui, c'est vrai que c'est contraignant. C'est contraignant, mais nous expliquons à nos membres que c'était une bonne chose, que ces lois existent, et puis on peut les respecter. De toute façon, même dans la circulation routière, il y a des règles qu'il faut respecter. Parfois, c'est contraignant. Il nous arrive d'être pressés, de ne pas vouloir nous arrêter au feu, mais ce sont des règles qu'on doit respecter parce que ça peut sauver des vies. Le drone, c'est pareil, ce sont des règles contraignantes, mais en les respectant,
je ne pense pas que l'État interdise l'utilisation des drones. Okay. Vous savez qu'il y a des pays qui l'interdisent carrément. Voilà, nous on n'en est pas là et on se dit que si tout le monde joue le jeu, eh bien l'État n'aura pas besoin un jour d'interdire l'utilisation d'un outil aussi fabuleux. C'est intéressant de parler, et c'est intéressant et passionnant encore de parler de drone. C'est sûr qu'on aura encore d'autres occasions, M. Sanfo, pour en parler typiquement du drone. Maintenant, on va parler de l'activité que vous avez à partir d'aujourd'hui même, à l'occasion du FILEP. Donc, il faut rappeler que la foire du FILEP se tient au FESPACO, donc du 6 au 13 novembre. C'est une foire qui est co-organisée donc avec le groupe Savane Media. Et à l'occasion, le FILEP vous a invité à donner donc des séances d'initiation au pilotage de drones. Ça va se passer comment? Bon, merci justement au FILEP de nous avoir conviés à cette séance. Nous, on ne rate jamais une occasion pour prêcher la bonne parole auprès des enfants dans le cadre de leur éveil scientifique. Donc, nous avons saisi l'occasion et nous serons présents au FILEP. On aura un stand, on aura des drones et avec les enfants qui viendront, on pourra faire des séances d'initiation. C'est juste pour créer un déclic, pour qu'ils comprennent qu'ils sont bien capables d'apprendre à utiliser la technologie, parce que ce que nous prenons, c'est une utilisation saine de la technologie. Et en commençant par les enfants, ben, nous avons espoir que ça peut changer les choses. C'est sûr que ça va être vraiment captivant pour les enfants parce qu'ils ont l'habitude de faire voler des cerfs-volants et autres. Bon, faire voler un drone, ça va être vraiment passionnant pour ces enfants-là. Est-ce qu'il y a des conditions pour participer ou bien on peut amener nos enfants tout simplement? Non, les enfants à partir de 7 ans sont bien capables de comprendre ce qu'on leur explique et de mettre en pratique ce qu'on leur apprend. D'accord, à partir de 7 ans. À partir de 7 ans. On les apprend. Donc vous pouvez faire venir vos enfants au siège donc, du FESPACO à partir d'aujourd'hui. Vous êtes là aujourd'hui et demain? Demain, beaucoup plus sûr. Aujourd'hui, ça sera la préparation. Mais demain, c'est demain et après-demain, beaucoup plus sûr. Voilà, qu'on sera bien installé. D'accord. Donc, faites un tour au FILEP, à la foire du FILEP, au FESPACO avec vos enfants. Merci à vous d'être passés. Merci à vous de m'avoir invité. Et comme je l'ai dit, nous aurons d'autres occasions encore parce que vous êtes dans la technologie. Nous, ça nous intéresse bien. Moi, personnellement, je ne sais pas comment piloter un drone. Je vais venir apprendre. Aucun souci. Merci. Je rappelle que dans l'entretien pour la chronique Terre à Terre, nous étions avec M. Younoussa Sanfo. Il est expert en sécurité informatique et président de l'Association nationale des spécialistes des drones et autres appareils volants. Nous parlions donc de cette séance d'initiation au pilotage de drones qui va se passer à la foire du FILEP à partir donc de demain. Vous pouvez aller au FESPACO. Si vous avez des enfants qui ont au moins 7 ans, donc amenez vos enfants pour qu'ils puissent apprendre à piloter un drone, pourquoi pas. Alors nous allons accompagner notre invité avec justement une petite balade musicale, le temps de retrouver d'autres. Nous recevons des annonceurs sur ce plateau. Aujourd'hui nous sommes avec Hervé Bama. Hervé Bama, bonjour et bienvenue. Bonjour. Hervé est sur le plateau pour nous parler du concert gospel pour la paix. Et on va dire quoi, la grande star qui sera là, c'est Dena Moana. Nous en parlons et rappelons que Hervé est manager d'artistes, il est animateur. Et si vous avez vos événements, n'hésitez pas, il va venir en costume pour justement rendre cet événement merveilleux. Alors Hervé, pour commencer, nous parlons de la grande nuit de célébration pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. C'est une soirée qu'organise donc la structure et l'USAID. Alors, comment cette soirée va se passer? Alors, c'est une grande célébration, mais avec ces 2 nuits en fait. La première nuit, elle est plus VIP. La première nuit est plus VIP et cela donc va se passer à la salle de conférence de Ouaga 2000. Autrefois, c'était à la salle de banquet, mais vous le savez, du fait du procès, et cette salle a été réquisitionnée. Donc nous sommes plutôt à la salle de conférence de Ouaga 2000 pour la première nuit. C'est le 19 novembre déjà, à partir de 19h, pour voir déjà le premier concert de Dena Moana en live également. Et ça va être, le prix d'entrée c'est 15 000 et le couple c'est 25 000 francs CFA. Ça, c'est la première nuit. Maintenant, la deuxième nuit, si vous me le permettez, c'est au Palais des Sports de Ouaga 2000, le dimanche 21 novembre.
donc 2 jours après, celui donc de la salle de conférence. Et là-bas, le concert, et le prix d'entrée, c'est 2000 et 5000 francs CFA pour voir donc ce concert. Mais là-bas, ce n'est pas 19h, mais c'est 18h au Palais des Sports de Ouaga 2000, le dimanche 21. Il faut comprendre, c'est un animateur et il a déjà tout dit. Alors, mais Hervé, quels sont les autres artistes des artistes notamment burkinabés qui vont accompagner Dena Moana? Et bien évidemment, on était déjà là pour en parler. Et puis, plus on s'avance donc vers le jour J, et il y a de belles perspectives en termes donc d'artistes qui accompagnent. Il faut dire déjà, pendant ces 2 concerts, voici donc des noms qui seront donc sur la scène. Il y aura donc Christian Napon, chantre Lise, Madame Séraphine Bonsé, notre maman, et puis Sadia, Sœur Anne-Marie Caboret. Il y a aussi Vox Chris, il y a également AMG, et donc qui vont donner de la voix à ce concert. Et c'est essentiellement du live. Bien comme évidemment. Tu l'as dit, c'est concert gospel et c'est bien sûr un hommage donc au Burkina Faso, puisqu'on parle de nuit pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. Alors Hervé, on va encore rappeler les dates et bien sûr les conditions de participation. Alors si vous me le permettez, je vais aller sur un point essentiel, parce qu'une partie des recettes ira donc à l'endroit des veuves et orphelins donc de ces messieurs et de ces dames là qui se battent au front tous les jours pour que nous soyons donc en sécurité dans nos capitales, dans nos villages. C'est bien les FDS, donc les veuves et les orphelins donc de ces messieurs ou de ces dames là tombées, et vont donc une partie de ces recettes va repartir à ces personnes. Maintenant, avant de rappeler les dates, si vous me le permettez, c'est un concert donc sous la présidence du président de la FME, Henri Yé, et du cardinal Philippe Ouedraogo. Également le patronage de notre ministre de la Culture, Dr Élise Ilboudo. Les parrainages également du docteur Michel Ouedraogo, président du Conseil général des assemblées de Dieu du Burkina Faso, et bien évidemment de monsieur Abdoul Karim Sango, qui est conseiller à la présidence du Faso. Donc je voudrais venir vraiment et mettre l'accent dessus, parce que c'est des messieurs et des dames qui nous accompagnent véritablement pour la réussite de ce concert. Donc pour rappeler déjà les 2 dates, c'est le 19 novembre, vendredi 19 novembre à partir de 19h à la salle de conférence de Ouaga 2000 pour un prix d'entrée d'abord de 15 000. Le couple, c'est 25 000. Ça, c'est pour le concert VIP. Oui, le concert VIP. Après le concert VIP. Et puis le concert grand public, c'est comme ça que nous l'avons appelé, au Palais des Sports de Ouaga 2000 pour un prix d'entrée de 2 000 et de 5 000 francs CFA, dimanche 21 novembre à partir de 18h exactement. D'accord. Et c'est Dena Moana qui est bien sûr à l'affiche de ce grand concert, accompagné d'artistes burkinabés. Où est-ce qu'on peut avoir les tickets? Bien évidemment, parce que les tickets sont vraiment dans un bon nombre de coins de Ouagadougou. Mais pour faire plus simple, on va laisser 3 contacts, et sur lesquels d'ailleurs vous pourrez donc appeler pour avoir donc les tickets. Le premier contact, c'est le 70 71 79 39, 76 53 30 46 ou le 71 57 04 94. Ce sont vraiment les 3 bons numéros sur lesquels, si vous appelez, donc on viendra vous livrer les tickets. Pourquoi moi je dois me déplacer? Pourquoi je dois venir à ce concert, Hervé? Bien évidemment parce que la cause elle est noble. On le fait d'abord parce que vous savez bien que notre pays traverse des moments difficiles, et pour cela les actions se multiplient. Et comme les actions se multiplient, c'est aussi une action dans cette panoplie d'actions. Parce que quand on parle de FDS, quand on parle de paix au Burkina Faso, c'est une cause noble, parce que s'il n'y a pas de paix, nous ne pouvons pas circuler en toute tranquillité. C'est pourquoi il faut venir célébrer avec Dena Moana, prier pour la paix dans notre pays, mais aussi dans la sous-région et pourquoi pas dans le monde. Merci bien, Hervé. Et puis nous allons voir bien sûr le spot de ce concert, et nous vous accompagnons justement avec ce spot publicitaire du moins. Sous la présidence du président de la FME, Henri Yé, et du cardinal Philippe Ouedraogo, le patronage du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Dr Élise Tombiano,
Les parrainages du docteur Michel Ouedraogo, président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, et de M. Abdul Karim Sango, conseiller culturel à la présidence du Faso, et le Zay Event présente Gospel pour la paix 2021, 2 méga concerts live avec la chantre Dena Moana au Burkina Faso. Le vendredi 19 novembre 2021, salle des conférences de Ouagadougou à 19h, prix d'entrée solo 15 000 francs, couple 25 000 francs. Le dimanche 21 novembre 2021, palais des sports de Ouagadougou à 18h, passe 2 000 francs et VIP 5 000 francs. En plus de la louange et l'adoration, ces moments seront une vitrine pour prier pour la paix dans notre nation, le Burkina Faso. Ticket déjà disponible au 71 57 04 94 76 53 30 46. Pour la paix, je m'engage. Pour le règne de Jésus-Christ, je souscris. Alors, à présent, nous allons assister à un passage, vraiment un éclair du directeur commercial et marketing de Savane Média. Monsieur Abissi est sur le plateau. Bonjour. Bonjour, Abzeta. Alors, vous vous occupez de la foire du Philippe qui se tient actuellement au FESPACO, et ce jusqu'au 13 novembre prochain. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Voilà, ça se passe très bien. Je pense que jusqu'à ce jour, les gens continuent de venir. Voilà. Et la délégation étrangère a commencé à débarquer avant-hier. Et hier, elle était là sur le champ de la foire. Je parle des journalistes des autres pays qui sont venus de tout pour les colloques et autres. Et ça commence à être vraiment très intéressant avec des prestations artistiques toutes les soirées jusqu'à X heure. C'est-à-dire nous sommes là pour les visiteurs. Et ce soir encore, nous avons des artistes vraiment de renom sur le podium jusqu'à après minuit, 2 heures. Ça dépendra en fait de l'affluence. D'accord. Oui. Et puis bien sûr, vous avez initié ce pilotage, ou on va dire ces séances de pilotage de drone, oui, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, je voudrais donc remercier M. Younoussa Sanfo, vraiment pour son accompagnement. Il l'a fait de bon cœur. Et pour les enfants. Donc, les grandes personnes ont leur site et les enfants aussi ont un site où ils peuvent vraiment apprendre et puis s'amuser à manipuler les drones. D'accord. Le temps est terminé pour notre émission. Le temps est terminé, juste pour dire que la foire continue jusqu'au 13, mais vraiment, les 2 derniers jours, nous allons peut-être faire, ça ne se fait pas souvent, mais on risque de fermer parce qu'il y a des artistes de renom qui vont venir, et juste à partir de 15 h, on va fermer à la serre parce qu'il se sera rempli. Donc que les gens viennent tôt le matin, c'est de 9 h jusqu'à 2 h du matin. Donc que les gens viennent découvrir et payer les produits pour ceux qui veulent payer les produits. Maintenant, pour ceux qui veulent faire le show, qui viennent vraiment à l'heure pour avoir la place au niveau des maquis et restaurants. Parce que la foire continue jusqu'à dimanche, c'est ça? Jusqu'au samedi. Jusqu'au samedi, oui. Oui, samedi. D'accord. Merci bien. Et puis on vous souhaite bonne suite. Merci bien. Merci bien, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. C'est ici qu'on va se dire au revoir pour aujourd'hui. Merci donc de votre fidélité à l'émission. N'oubliez pas, Bonjour le Faso, c'est le miroir du Faso au quotidien. À demain pour le dernier numéro. Peace.